Ça fait un bail qu'on s'était pas vu. J'espère que vous allez bien. Je profite de cette magnifique journée ensoleillée pour tourner cette vidéo avec une très belle surexposition lumineuse sur la partie inférieure de votre écran. N'essayez pas de régler le contraste ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis plein soleil au moment où je tourne cette vidéo. En même temps, ça fait du bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné parce que je n'avais pas d'idée de contenu à vous proposer, à proprement parler. Plutôt que vous donner des rendez-vous réguliers tous les vendredis pour parler de choses futiles et abscondes, si on peut dire, j'ai préféré mettre tout ça en veille et me consacrer à des choses un peu plus importantes. Après, d'un autre côté, vous êtes quand même plus de 200 à me suivre sur cette chaîne. Je vous remercie déjà pour votre fidélité. Je vous remercie pour aussi les commentaires, les partages que vous avez pu faire sur les réseaux sociaux. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Mais là, on va faire un petit état des lieux de mes dernières expériences de lecture. Donc on va parler comics, on va parler littérature, on va parler séries télé. On va pas parler cinéma. Quoique aussi, on va parler DVD en l'occurrence. Oui, je suis encore au DVD, je ne suis pas au Blu-ray. Comics, on va s'intéresser à ce que je découvre toujours sur l'application Marvel Unlimited. Je ne lis plus qu'exclusivement qu'en format numérique. Et j'ai eu le plaisir de découvrir dans le catalogue de la Maison des Idées un titre scénarisé par Peter David, dessiné sur les premiers numéros par Mark Bagley. Donc ça a immédiatement attiré ma curiosité. Il s'agit de Scarlet Spider, une mini-série qui va en fait prendre place à Las Vegas et dont le héros va être en fait Ben Reilly, qui va être sujet à des fourberies, cas de conscience et autres mysticismes en tout genre. C'est plutôt pas mal. C'est pas révolutionnaire non plus. C'est une lecture différente de la mythologie du tisseur. C'est quelque chose que j'ai plutôt bien apprécié. Tout comme le Scarlet Spider qui avait été traité sur cette chaîne il y a de cela un paquet de temps maintenant. Là, c'est pas le Scarlet Spider version Kane, donc l'un des clones de Peter Parker, mais bien son clone entre guillemets dit principal, à savoir Ben Reilly. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. J'aime bien, je n'ai pas encore terminé, mais je ne boude pas mon plaisir. Je continue toujours le Spine Tingling Spider-Man, l'espèce de récit horrifique exclusivement dédié à la plateforme Marvel Unlimited. C'est toujours aussi cool, ça se prend pas la tête, ça propose quelque chose encore une fois de différent. Ah si, il faut qu'on parle d'un truc. Je suis en train de lire, très en retard, hein, House of X Power of 10. Est-ce que je suis le seul à ne pas aimer ces X-Men là? J'ai vraiment un super gros problème avec ces X-Men là. J'ai parfaitement conscience qu'au bout d'un moment, les personnages sont censés évoluer, proposer quelque chose de différent, un nouveau développement, une nouvelle évolution des protagonistes créés par Stanley et Jack Kirby. Mais là, c'est complètement contraire à l'essence même des personnages qui se veut humaniste, tolérant, participant. Là, on a affaire à quelque chose d'extrêmement autarcique, sectaire. Et plus j'avance dans le récit, plus je ne retrouve plus les X-Men que je lisais auparavant. Alors, je sais bien que derrière ce postulat de départ, il va y avoir quelque chose qui va gangréner, qui va amener à exploser, entre guillemets. Je le devine très bien. L'écriture d'Hickman est extrêmement riche, mais non, je
Je suis pas partisan de cette histoire-là. Désolé. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas particulièrement apprécié House of X et Power of Ten, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais bien curieux d'avoir votre avis sur la question. Reste pour moi l'extrême plaisir des yeux par rapport aux planches que nous a livré Pépé Larraz, qui est un dessinateur extrêmement talentueux dont j'avais eu le plaisir de faire la rencontre lors d'une Comic-Con à Lyon il y a plusieurs années maintenant. Mais voilà, déception sur House of X Power of Ten. Côté comics, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui pourrait attiser votre curiosité? Je pense qu'on a fait le tour en fait. J'essaye de picorer un petit peu ce que propose le catalogue Marvel Unlimited pour rattraper à droite et à gauche différents récits. Je rattrape aussi mon retard sur le Daredevil de Chip Zdarsky et Keketo, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pris en physique, puisque j'avais pris aussi en version papier, le récit Spider-Man, l'histoire d'une vie. Vous êtes au courant qu'il y a eu un extra qui a été livré par Panini Comics qui va s'articuler en fait le temps d'un annuel, en fait d'un numéro particulier sur le personnage de D. Jonah Jameson. Donc c'est une seconde lecture sur la mythologie de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Plutôt intéressante, le dessin de Mark Bagley est très cool. Mais il manque un petit quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais il manque un petit quelque chose qui fait que le récit aurait vraiment pu être extrêmement plaisant. Là pour le coup, c'était bien, mais pas exceptionnel non plus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les comics. Côté série télé, j'ai eu le plaisir de découvrir Archive 81, qui est en fait une adaptation d'un podcast américain ou anglais, je crois. Donc mini-série que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui raconte l'histoire d'un jeune restaurateur de bandes analogiques et qui les numérise, que ce soit de la cassette audio, que ce soit de la cassette vidéo. Et il est en fait sollicité par un consortium un peu obscur qui est au courant en fait de ses états de service, qui se félicite d'être tombé sur un gars aussi talentueux que lui, et lui donne pour mission de restaurer des cassettes récupérées des suites d'un mystérieux incendie à New York. Voilà. Et au fur et à mesure de ces restaurations et de ces découvertes de visionnage, il y a des intrications, il y a des entremêlements entre l'histoire de ce jeune restaurateur et de la propriétaire originelle de ces cassettes vidéo. C'est plutôt pas mal amené, il y a un gros effort de fait sur le son. Je pense que l'immersion sera beaucoup plus plaisante si vous découvrez la série avec un casque, puisque évidemment, étant parti du principe que c'était un podcast à la base, je pense qu'il y a un travail sur le mixage du son qui est plutôt pas dégueu. Mais la fin pour moi tombe un peu à plat. J'ai terminé, tout ça pour ça. Si vous avez vu Archive 80, que vous ayez apprécié ou non, également n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace qui vous est dédié en bas de cette vidéo. Je rattrape mon retard sur Walking Dead, je suis sur la saison 9. Walking Dead qui n'a de Walking Dead que le nom, on va pas se mentir, on le sait déjà, que dès les premiers épisodes de la première saison, on n'est vraiment pas sur une adaptation du comics, mais sur une réinterprétation de la mythologie proposée par Robert Kirkman, Terry Moore et Charlie Adler. Donc voilà. Donc voilà, saison 9. Il y a quelques bonnes idées. Il y a quand même quelques bonnes idées. Je sais pas où est-ce qu'ils vont, mais c'est plutôt cool. J'apprécie toujours autant le personnage de Michonne,
qui a un chouette développement, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que je faisais une coupe ou est-ce que je laisse de but en blanc? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'aimerais quand même terminer sur... on avait dit littérature. Bah oui, littérature. J'ai pris plaisir à redécouvrir Stephen King il n'y a pas si longtemps, puisque il y a quelques semaines, je participais. J'avais loué un box dans dans un vide-grenier permanent. C'est un concept assez cool qui s'appelle Au vide-grenier du côté de Netreville, à côté d'Évreux. Si vous ne connaissez pas et si vous êtes du coin, allez faire un tour. C'est franchement plutôt pas mal. Donc on loue des box, il y a des forfaits, c'est soit à la semaine, soit au mois. Je pense que c'est au mois en fait. Au mois ou au trimestre. Et l'un des box proposait une édition que je connaissais, que ma mère avait l'habitude de prendre à l'époque. Une collection de Stephen King publiée par France Loisirs. Et je suis retombé donc sur Shining, Jessie, Insomnie et Christine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes jeunes années, j'ai poncé Stephen King énormément. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un schéma qui me frustrait à chaque fois. C'est-à-dire que le mec est super doué pour faire une putain de montée de tension de dingue. Le point culminant révélateur qui t'explose à la tronche. Et une descente de cette montée. Une descente de tension, entre guillemets, hein, qui est proportionnelle à la montée. Et cette descente n'est pas proportionnelle en fait chez Stephen King. Elle est... comment vous schématisez ça? J'ai fait des études de lettres et pour des histoires un peu comme celle-ci, on nous a expliqué que c'est une construction en pyramide. On a une montée de tension, une baisse de tension proportionnelle donc, sur lequel va s'établir le récit, et au centre, le point culminant, le point révélateur de l'histoire. Stephen King fait une superbe montée. Il n'a plus rien à prouver, hein. C'est un maître incontesté de l'horreur. Il nous dévoile le point culminant qui nous pète à la tronche, qu'on apprécie ou pas d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas, étonnamment, chez Stephen King. Et la descente, et clac, on est coupé, enfin, c'est mon avis qui n'engage que moi, encore une fois, on est coupé en fait dans ce relâchement. Il manque à chaque fois une vingtaine de pages à peu près, je trouve, pour bien conclure le récit du maître de l'horreur. Il n'y a que 2 cas particuliers, je trouve, qui contredit ce schéma habituel dans les récits de Stephen King. Le premier, c'est La Ligne Verte, qui était en fait un récit de commande pour un périodique. D'ailleurs, à l'époque, quand le récit était traduit chez nous, ce n'était pas un gros bouquin comme on peut le voir maintenant, mais des petits fascicules qui correspondaient à des chapitres. Et du fait de cet exercice forcé, eh bien en fait, le récit va vraiment se développer de manière... il y a un côté cyclique, j'ai envie de dire, qui va amener en fait une réelle conclusion à l'histoire de King. Le deuxième exemple, c'est La Tempête du siècle, qui pour le coup est écrit comme s'il s'agissait d'un script prévu pour le tournage d'un film ou d'une série télé. Donc on va lire extérieur jour, Portland, 20h30, machin, boit un café sur une terrasse, et là, bim, dialogue avec les didascalies, tout ça. C'est plutôt cool, c'est plutôt très cool, et le fait que Stephen King l'ait pensé pour la télévision, pareil, il y a ce schéma pyramidal classique entre guillemets qui est à nouveau respecté. Et le dernier exemple, puisque finalement j'en ai un troisième, c'est L'année du loup-garou, que j'apprécie énormément.
avec une édition proposée par des illustrations de Bernie Wrightson. Un plaisir pour les yeux. Et là, Stephen King, en fait, a articulé tout son récit sur le calendrier. Donc, à chaque petit chapitre va correspondre un mois de l'année. Et du fait qu'il va devoir raconter des faits sur ces périodes-là, et ben pareil, ça va forcer Stephen King à articuler, développer son propos, son récit de manière bien plus douce, si on peut dire ça comme ça. Mais on n'a pas cette impression à la fin de la lecture de cette histoire qu'on est coupé dans l'élan, qu'il nous manque quelque chose, qu'une vingtaine de pages supplémentaires aurait pu suffire. Voilà. Voilà pour Stephen King, voilà pour la littérature. Donc là, du coup, je découvre Shining, l'enfant lumière. J'ai toujours été bercé par l'adaptation cinématographique de Kubrick, que je sais être à des années-lumière, sans mauvais jeu de mots, avec Shining, l'enfant lumière, des années-lumière donc de ce que proposait Stephen King dans son récit originel. Mais du coup, je me régale. Je me régale. Et pour avoir du coup découvert le film Dr. Sleep avec Ewan McGregor, qui est censé être la suite de Shining, je me suis dit, il faut quand même que je me penche sur le bouquin, parce que c'est pas normal d'avoir cette comparaison un peu bancale entre adaptation cinématographique et roman proposé par Stephen King. J'ai presque cru qu'il allait y avoir un accrochage là. Bref. Dernière expérience de visionnage, de revisionnage, tout du moins. Il s'agit de l'adaptation d'un roman, lui aussi, de science-fiction cette fois-ci. J'ai nommé Dune de Denis Villeneuve. Un régal, même si je n'ai pas l'équipement nécessaire à la maison pour avoir une image énorme et une qualité de son aussi poussée. Mais Dune, clairement, est une excellente expérience. J'ai hâte de découvrir la seconde partie que va nous proposer Denis Villeneuve. Il y a une qualité d'image, une qualité au niveau des costumes, sur la direction artistique, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Et j'ai envie d'avoir un Chris à la maison. D'avoir une réplique d'un Chris. Je trouve ça trop bien. Je saurais pas quoi dire d'autre pour conclure cette vidéo. Si ce n'est que ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer, de vous faire partager, mes expériences de lecture et de visionnage. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires ce que vous découvrez, ce que vous lisez ou ce que vous redécouvrez également dans l'espace qui vous est dédié en bas de cette vidéo. Et puis ça va être tout pour moi. J'avoue que repasser devant la caméra, c'est pas facile après plusieurs semaines. Donc je vous prie de m'excuser si mes phrases sont alambiquées, si mon élocution n'a pas été au top. Dans tous les cas, prenez soin de vous, profitez du soleil si vous avez un beau temps comme aujourd'hui. Et d'ici là, portez-vous bien, pleine d'inquiétude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!